Marie-Ève Blais, qui est libraire ici, qui a dirigé le recueil et qui écrit dedans, et qui est en train de partir la librairie féministe Le Guélion. Karine Rousseau, qui a aussi participé et dirigé au collectif. Et Maryse Andraos, c'est bien ça, qui y écrit, qui est seulement auteur, comme elle-même le disait, n'est-ce pas? On a parlé donc de ces genres divers et variés, mais vous avez fait un appel définitif à la fiction. C'est quoi de la fiction féministe? Oh là là, c'est une grande question. On posait la question la dernière fois dans une table ronde à des spécialistes, là, des professeurs d'université et tout, et elles ont plus ou moins... elles hésitaient, elles aussi. Je pense que c'est une grande question. En fait, elles avaient l'air de dire aussi que souvent, un texte devient féministe dans la réception, dans la lecture, plus que dans l'écriture. Je suis assez d'accord avec ça. Par contre, on peut avoir une démarche aussi féministe, vouloir comme dénoncer certaines choses, vouloir explorer d'autres, des choses souvent qui sont cachées, qui sont refoulées. Donc, il peut avoir cette démarche-là. On peut vouloir mettre en scène des personnages masculins, des personnages féminins, puis de jouer un peu aux savants fous, là, les mettre dans un laboratoire, dans un texte. La nouvelle se prête bien à ce genre d'exploration aussi. Donc, voilà, mais beaucoup d'autres réponses. Je dirais comme 3 petits points à la suite de mes... Oui. Mais en fait, ça me fait penser à... Cette semaine, justement, j'ai entendu une auteure, Wendy Delorme, qui était à Montréal pour parler, entre autres, de ses livres, de sa fiction. Et elle nommait à un moment cette difficulté qu'on a à considérer une femme comme pouvant être et militante et auteure en même temps. On a tendance à dire, ah, c'est un texte militant ou c'est de la fiction, mais jamais à trouver l'espace pour rallier les deux. Et... donc, nous, c'était un peu ce qu'on avait envie de faire, d'affirmer cette posture-là où on n'est ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Voilà. Est-ce que c'est pour la même raison qu'il y a cet appel aussi à l'intime? Parce qu'on a parlé de la transgression, mais j'ai lu quelque part une transgression de l'intime. Et vous savez certainement qu'on associe souvent les écrits de l'intime à l'écriture féministe. Les écrits du corps à l'écriture féministe. Est-ce que c'est pour la même raison, Marie-Ève, peut-être que vous êtes allée dans cette direction-là pour arrêter les oppositions? D'une part, oui, je pense pas que c'était autant théorisé. Je pense que de facto, on sentait que c'était sur cette ligne-là qu'on avait envie d'aller. Je crois que si on pense à 2 lignes de front, il y a la ligne de front dans la rue, la ligne de front militante, et il y a la ligne de front après quand on revient dans l'intime, quand on revient dans la chambre à coucher, quand on revient à la maison après une manifestation ou dans des... J'utilise la manifestation, mais ça peut être dans une conférence, dans un colloque. Il y a cette 2e ligne de front où on a encore à se battre pour les petites violences du quotidien. Donc, on avait envie d'explorer cette 2e... De redonner sens, en fait, à le privé et politique, le rendre d'actualité et encore une fois en reparler, le mettre de l'avant. Donc oui, il y avait un peu ça. C'était sous-entendu, c'était un peu souterrain, mais il y avait ça. Maryse, toi, tu as choisi de parler d'une histoire familiale, entre guillemets, d'une figure familiale. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ce choix pour les lectrices dans la salle qui ont peut-être pas commencé par le début? Je vais essayer. En fait, j'ai l'impression que l'écrivain ou l'auteur, c'est comme la pire personne pour parler de son texte, dans le sens où quand on écrit, on n'est vraiment pas consciente de ce qu'on fait. J'ai l'impression que la vérité du texte se dégage au fur et à mesure, puis c'est pas nécessairement... On n'écrit pas avec un but précis, en fait. Moi, j'ai été, dans le fond, ma fiction... Ça porte sur une tante à moi que j'ai jamais connue, qui est une sorcière, comme le dit mon père, qui, bon, c'est ça, il l'appelle la sorcière de la famille. Et puis, cette tante-là, ben, c'était comme la vieille fille, un peu délaissée, qui a immigré en Israël, puis qui n'a jamais appris à parler l'hébreu. Donc, elle a vécu un peu sa vie comme une paria, en fait, une personne qui est marginalisée, puis qui reste dans l'incompréhension. Jusqu'à la fin de sa vie. Et elle est morte aussi dans son appartement, seule, là, avec ses chats. Là, vraiment comme l'espèce de cliché là, de la vieille fille qui meurt toute seule. Et bref, mon père m'a souvent accolé cette idée-là. Je vais arrêter de faire un résumé tout de suite de ma nouvelle, vous la lirez.
Mais je trouvais ça vraiment intéressant, cette idée de la filiation, en fait, parce que, comment dire, j'ai l'impression qu'en écrivant un texte pour un recueil féministe, j'écris pas un manifeste, j'écris pas quelque chose qui est didactique, je m'en vais pas vers du sens. Ce que je fais, c'est creuser ce que dit la figure, les liens qui existent entre la figure puis mon vécu à moi, qui peut-être qui est individuel, puis que je vais amener vers quelque chose de plus collectif. Donc, l'idée de creuser l'intime, pour moi, mais c'est en fait que j'ai l'impression que dans cet intime-là, dans le récit de ma tante, bon, qui est morte seule avec ses chats, de même que dans mon récit qui peut sembler, en fait, mon récit de jeune vingtenaire célibataire qui ne veut pas avoir d'enfant, qui est dans une posture qui est pas nécessairement facile pour les femmes, dans tout ça, cet intime-là ne nous appartient pas en propre, dans le sens où c'est un intime qui est traversé par des lignes sociales. Et j'ai l'impression que dans le cas de Yamina, qui est un nom fictif et qui est le nom fictif de ma tante, il y avait vraiment ça. Ma famille n'a jamais compris, a toujours posé un jugement sur cette femme-là en disant d'elle, bon, qu'elle était méchante, qu'elle était aigrie, nanana. Et tout ça, pour moi, c'est une figure de l'oppression, en fait, qu'on peut mettre sur les femmes, qui décident de ne pas suivre le destin qui leur est imposé. Et j'ai l'impression aussi que dans ce choix-là, justement, d'aller vers la transgression, vers l'intime, d'aller creuser des choses, il y a une mise en danger là-dedans. Je ne fais pas ce que je devrais faire en tant que femme. Je ne suis pas en train de me taire, je ne suis pas en train de garder ça pour moi, mais au contraire, je vais aller révéler cette histoire-là, je vais trouver une façon de l'exprimer. C'est ça, qui va, par l'écriture, je vais essayer d'aller ouvrir ce terrain-là. Ce champ-là. Ouais. Karine, toi, tu as parlé vraiment de féministe et même de lutte intestine amicale et féministe. Et c'est peut-être la nouvelle, à part la dystopie, qui est le plus frontale face au sujet. Pourquoi tu as fait ce choix-là? J'avais d'abord envie de faire du pouce un peu sur ce que Maryse vient de dire, parce que je suis d'accord que, justement, l'intime est traversé de fils sociaux un peu. J'aime bien cette formule-là, parce qu'effectivement, dans l'intime, on est seul, seul face à une amie, dans le cas de ma nouvelle, ou face à nos enfants, ou face au conjoint, une conjointe, etc. Les nouvelles, donc, se retrouvent souvent face à un autre ou une autre, mais elle reste collective au sens où, même si on est seul, on reste traversé par le nous collectif, par l'ensemble des codes, des normes qui proviennent de la société. Donc, j'avais envie d'insister là-dessus. Effectivement, ma nouvelle parle de rapports de pouvoir, en fait, entre femmes, entre féministes, et ces rapports-là de pouvoir qui sont souvent pas nommés, qui viennent avec toutes sortes de choses, et qui viennent, dans le cas de ma nouvelle, ça vient, il y a un des deux personnages, une des deux amies, qui a une certaine notoriété. Cette notoriété-là lui confère un certain pouvoir, et donc l'autre en pâtit. Et donc, elles sont amies, elles sont amies, elles s'aiment, en fait, profondément. Mais il y a ça entre elles. Et donc, j'avais envie d'aller explorer ces sujets-là. Et les gens qui ont lu ma nouvelle, oui, j'ai reçu plusieurs commentaires, là, je devrais peut-être pas dire ça là, mais j'ai reçu plusieurs commentaires de gens qui disent « Oh mon Dieu, je l'ai vécu. Oh mon Dieu, c'est ça. » Il y a quand même de ça dans les milieux militants, qui sont pas exempts de rapports de pouvoir, qui sont pas exempts de ce genre de choses. On se bat tout ensemble pour créer une espèce de nous. Peut-être qu'on va revenir à la question du nous pour essayer de faire une espèce de front commun. Mais il y a encore des choses qui, d'après moi, méritent d'être discutées. Et je pense que la fiction est le meilleur endroit où discuter de ce genre de choses-là, avec des personnages fictifs, Est-ce que c'est possible d'imaginer à court terme, c'est une vraie question, j'ai pas du tout la réponse, est-ce que c'est possible d'imaginer à court terme un espace de parole où la parole ne sert pas de pouvoir? Ça, c'est une grande question qui dépasse, d'après moi, les milieux féministes. Mais je pose aussi la question par rapport à l'objectif du livre, qui revendique un pouvoir, et ce pouvoir de la parole-là. Est-ce qu'il y a moyen de passer simplement une parole?
Ben, moi, je peux intervenir. Maryse est prête. C'était pas dans les questions, en tout cas, qu'on avait notées. Coucou! Bonjour! Mais oui, j'ai réfléchi à cette question-là parce que pour moi, la parole m'est toujours apparue comme un pouvoir. Il y a certaines personnes qui y ont droit, il y a certaines personnes qui doivent se battre pour la prendre, la parole, ou on la donne, puis même dans le fait de la donner, ben, il y a un pouvoir. En fait, moi, j'ai l'impression qu'une parole qui serait pas dans le pouvoir, ça serait une parole qui écoute. C'est-à-dire, puis j'ai l'impression que ça a été ça, le travail que vous avez fait en tant qu'éditrice, c'est-à-dire que on vous donne un pouvoir, on vous donne une plateforme de diffusion, on vous donne les éditions Remue-Ménage, vous avez un lien, et vous permettez à des jeunes auteurs de prendre la parole, des jeunes auteurs qui ne le feraient pas par elles-mêmes, parce que souvent elles n'ont pas la confiance pour le faire, ou elles n'ont pas la place dans les institutions. Et vous aussi, vous avez pris la parole, vous aussi, vous avez pris des décisions, vous avez écrit, mais ce que vous avez fait surtout, et c'est ça le travail d'édition, c'est d'écouter. J'ai l'impression que une parole qui ne serait pas un monopole, qui ne serait pas une espèce de, je sais pas, là, un espace qu'on prend de force, puis un territoire qu'on protège, ça serait justement une parole qui écoute. Ouais. Marie-Ève, à travers ton parcours, parce que tu es libraire, d'abord, et je vais faire de la surgénéralisation hâtive, mais en général, les libraires que j'ai croisés ne veulent pas écrire parce qu'il y a une espèce de sacralisation de ce qu'est le livre, de la littérature et des manières différentes de le porter. Est-ce que ton choix d'écrire fait partie aussi d'une prise de parole pouvoir? Oui. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a... pour moi, je ne pourrais pas penser le métier libraire dans son unicité. Je ne pourrais pas juste être libraire parce que en croyant à un milieu qui est le milieu du livre, je crois que c'est un milieu qui doit être vital, où les gens doivent se rencontrer. J'essaie de penser à une réponse qui va être pas trop stupide. Ouais, je ne saurais pas comment répondre parce que je pense que ça impliquerait plusieurs réflexions. On est prête. Peux-tu me reposer ta question? Pourquoi tu as fait le choix d'écrire? C'est ça, c'est une grosse question. Mais oui, mais je peux faire le lien effectivement avec je peux faire le lien avec le livre en fait, entre autres sur le choix de donner la parole. Je me dis aussi que c'est le choix de moi-même prendre la parole un peu dans ce que tu dis. Je trouve ça. Les femmes ont souvent tendance à être dans l'écoute, dans l'affection, dans l'attention. Puis pour moi, dans les luttes qu'on mène, dans la théorie qu'on met de l'avant, il y a cette idée de reprendre pouvoir, reprendre contrôle, pouvoir au sens où Hannah Arendt pourrait le penser, mais il y a quelque chose que je trouve qui est très problématique dans le milieu féministe, qui est toujours, au final, de se rendre médiocre, de se diminuer, de penser un nous avant de penser l'individu. Puis, je pense que mon envie d'écrire, elle est là depuis longtemps. Je crois qu'elle s'est affirmée principalement en lisant Françoise Collin, qui pense beaucoup cette question d'un nous collectif qui peut être vivant et tissé que par des paroles individuelles, donc que par des individus affirmés, des jeux forts, et cet auteur que je voyais cette semaine disait justement que pour qu'une idée existe socialement, il faut que ça soit écrit. Donc, il y a ça aussi là-dedans. Il y a, si on veut entendre parler de féminisme, si on veut que les femmes écrivent, ben, il faut qu'elles écrivent. Donc, ce serait inutile, du coup, de faire ce projet-là et de ne pas écrire dedans. Ce serait inutile d'être libraire, de mettre de l'avant constamment des ouvrages d'hommes et ne pas mettre de l'avant des ouvrages de femmes, ne pas ouvrir une librairie féministe, ne pas nous-mêmes se réfléchir sur de quoi on est habité, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, et de nous-mêmes tenter l'expérience, de se mettre à écrire, se mettre en jeu qui est un peu aussi l'idée qu'on avait lancée au départ avec le projet. Donc, un peu tout ça, ça répond à la question? J'adore! Absolument!
Vous parlez beaucoup du nous. Le livre est présenté comme un désir de composer un nous. Au final, dans les 11 auteurs qui sont présentes, c'est quand même un nous assez hétérogène. Mais peut-être partir de la genèse du projet, où on avait essayé au départ, justement dans ce travail de filiation, ce travail d'héritage qu'on avait envie de faire, d'aller chercher quand même des auteurs plus accomplis qui ont une expérience et mixer ces auteurs accomplis avec des jeunes écrivaines. Et d'avoir autant des gens qui ont écrit, pour qui c'est une pratique quotidienne, qui en font un métier, et des jeunes auteurs militantes qui n'ont jamais publié, qui ont écrit dans des zines, donc qui ont une pratique d'écriture, mais qui n'est pas une pratique d'écriture qui est institutionnalisée, si on peut le dire. Donc, il y avait cette envie-là. Il y avait au départ aussi l'envie d'aller chercher des hommes qui écrivent sur le sujet, sur le thème de l'intimité. Puis finalement, je crois que par rapport aux femmes plus âgées, avec plus d'expérience, c'est la réalité du temps. On réussit pas à... La réponse qu'on a eue principalement, c'est on n'a pas le temps, on a un autre projet en cours, donc il y avait ça. Puis pour les hommes, eh bien, on a reçu des textes et notre direction éditoriale fait dire que ça ne fonctionnait pas dans l'objectif qu'on avait pour le projet. Donc, je crois qu'il y a eu des tentatives d'aller chercher quelque chose de plus hétérogène. C'est ça le mot. Hein? Puis ça a été un peu par la force des choses qu'on n'a pas réussi à y arriver. Puis je pense que c'est une réflexion qui serait intéressante à se poser nous-mêmes. Pourquoi on vient principalement de classes assez semblables, de réseaux semblables. Après ça, oui, on avait envie de prendre parole par le réseau duquel on venait. Donc, ce réseau-là, c'est quoi? Ce réseau-là, il vient d'où? À quoi il ressemble, ce réseau-là? Il est principalement blanc, à part... Donc, il y avait toutes ces réflexions-là qu'on a eues tout au long du projet et qu'on a encore aujourd'hui et qui est encore problématique, qu'on le veuille ou pas. Mais on ne s'en sort pas vraiment non plus. Peut-être que tu as des solutions. Peut-être. Karine, as-tu la même lecture? Oui, mais j'avais surtout envie d'insister sur cette double appartenance-là au milieu militant puis au milieu littéraire qui nous intéressait, puis qui a créé un certain profil aussi de personnes qu'on était allé chercher. Mais oui, cette double appartenance-là, donc vraiment... Toutes les femmes qui ont écrit appartiennent vraiment à ces deux mondes-là. Il y en a qui sont plus près du milieu littéraire, d'autres qui sont plus près du milieu politique, mais les deux se situent vraiment à l'interstice. Puis pour nous, c'était important parce que on voulait, en fait, moi, je parle au jeu, mais ça fait partie des discussions aussi qu'on a eues avec Marie-Ève, c'est qu'on voulait aussi comme aller se battre, mon Dieu, la métaphore militaire qui arrive, mais oui, aller se battre un peu sur les deux fronts, continuons dans la métaphore militaire, c'est-à-dire, on y va, se battre sur les deux fronts à l'assaut, toutes ces choses. Non, mais en fait, quand tu parles des deux fronts, je parle à la fois sur le front donc littéraire, c'est-à-dire donc avoir des femmes plus politiques qui font une incursion dans le milieu littéraire et d'avoir des femmes plus littéraires qui font une incursion dans le milieu politique pour que vraiment ces deux milieux-là se parlent, mais aussi parce que les féministes ont des choses à dire à ces deux milieux-là. Les féministes ont des choses à dire au milieu de la gauche en général, au milieu militant, au milieu politique, et les féministes ont aussi beaucoup de choses à dire au milieu littéraire par rapport aux formes, par rapport à tout à la place des femmes qui est faite dans le milieu littéraire. Donc, avoir des femmes, effectivement, qui étaient qui avaient cette double appartenance-là, oui, ça a peut-être créé une certaine homogénéité, entre autres en termes d'âge, je dirais, plus qu'en termes de classe sociale, ou en termes, parce qu'il y a quand même... Voilà. Mais voilà. Mais on est dans une génération très précise. Oui, quand même. Au final. Oui. Comme directrice littéraire, qu'est-ce qui vous a surpris? Je ne sais pas si ça m'a surpris, mais moi, il y a eu des moments où ça m'a peiné de voir un peu tout le travail qui reste à faire, de voir la souffrance qui se dégageait. Puis, je veux dire, le livre ne parle pas que de souffrance. Il y a des nouvelles qui sont très drôles. Il y a de l'humour noir. Il y a plein de choses. Mais de voir un peu
effectivement, les gens parlaient de, les femmes parlaient des relations de couple, d'agression, hein, on parle sous des mots à peine voilés, donc d'agression, des rapports, entre autres, de l'incapacité ou de la difficulté souvent à rentrer en contact avec l'autre. Donc ça, en lisant les textes, en les voyant arriver un après l'autre, je dirais pas que ça m'a surpris, mais il y avait une partie de moi qui disait « Oh mon Dieu, le chemin qui reste à faire. » Justement, nous qui sommes de la nouvelle génération, puis on devrait être en train comme, pas de s'asseoir sur nos acquis, mais en fait d'en profiter quand même un peu là, de cette lutte-là qui a été faite par de nombreuses femmes. Donc, quand on a vu les textes arriver, ouais, il y a quelque chose. Comme lectrice, c'est aussi mon constat et ma surprise, c'est de voir à quel point toutes les nouvelles parlent d'incommunicabilité et une grande majorité de honte. Les deux ensemble, et chez effectivement une génération plus jeune, pour moi, il y avait quelque chose de tristement étonnant là-dedans. Marie, je voudrais t'entendre aussi comme auteur, à savoir quand tu as lu le livre, toi, quelle impression générale? Tu étais une molécule, tout d'un coup, tu as vu le tableau d'ensemble. Qu'est-ce que tu as lu soudain de cette perspective? J'étais tellement pas prête à répondre à ça. Je vais tenter quelque chose. Comment est-ce que j'ai vu ça? En fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que l'espace qu'on a eu, justement, dont vous parliez, à la conjonction littéraire politique, c'est un espace qui se retrouve très rarement en littérature. En fait, on va le retrouver dans des zines, on va le retrouver au Salon du livre anarchiste, mais c'est vrai, on retrouve jamais ça en littérature, précisément. Puis, dans ce que les filles de Remue-Ménage font, on va avoir des formes qui se rapprochent de ça, mais qui sont plus du côté de l'essai. C'est vraiment rare qu'on va aller à l'intersection politique et intime et féminisme. Donc moi, c'est ça vraiment qui m'a frappé l'esprit. C'est le fait qu'avec cette liberté-là qu'on avait justement d'aller dans l'autofiction, d'aller dans des thématiques intimes, chose que je pourrais pas faire si j'essayais d'envoyer mon texte à Möbius ou à... Oui. C'est vrai, on n'a pas cet espace-là. En fait, j'ai vraiment l'impression que l'autofiction... Est-ce que tu pourrais pas le prendre? Hein? Est-ce que tu pourrais pas le prendre? Je pourrais, mais je suis encore trop gênée. Ah! Non, mais c'est vrai que il y a vraiment un stigma là, qui frappe un peu l'autofiction écrite par les femmes. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ça avec dégoût. Il y a comme une espèce de... Il y a une honte aussi à faire ça, que moi j'ai ressenti quand j'ai baigné dans des milieux littéraires qui valorisent plus l'expérimentation formelle, etc. Là. Je nommerai pas de nom. Donc, je trouve que c'est ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'a frappée, c'est que justement, comme on avait la chance d'investir ces thématiques et ces territoires-là, ça donnait un résultat où je sentais qu'il y avait là des voix qui s'exprimaient qui n'auraient pas pu le faire autrement. Ouais. Marie-Ève, tu avais l'air d'avoir envie d'intervenir. Oui, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis dans l'optique où je pense que ce qui réussit, ce qui a permis ça, en fait, et que ça sorte d'usine, qui était aussi notre objectif au départ, de sortir des réseaux non distribués, des espaces où c'est vraiment le fun de travailler ensemble, c'est vraiment le fun de faire des trucs qu'on peut vendre au Salon du livre ou à l'Exposine. Mais au final, il n'y a pas de pérennité, d'une part, que permet l'édition comme institution, et que permet Remue-Ménage, qui est une maison d'édition féministe qui va avoir 40 ans cette année. Donc, il y a ça, mais il y avait aussi, c'est ça, ce processus que permet des éditrices féministes, finalement, qui ont une réflexion sur le travail d'édition, qui ont une réflexion sur comment on travaille un texte, comment on rentre en communication avec un auteur, c'est quoi le lien, c'est quoi il y a de l'amitié qui se crée, il y a des sensibilités qui sont présentes, puis ça s'est senti aussi avec le travail qu'on a fait après coup avec Valérie Lefebvre-Fauché, qui était notre éditrice, qui était cette sensibilité à vouloir mettre de l'avant la parole des femmes, donc en fait sensibilité qu'on reconnaît pas, espace de manque de confiance en fait. La raison pour laquelle je pense qu'on n'envoie pas nos textes dans des revues littéraires, c'est parce qu'on n'a pas cette confiance d'avoir ce lien précis-là avec cette confiance que notre parole va être entendue et qu'on va pouvoir affirmer nos sensibilités comme on a envie de les affirmer. C'est parfois difficile, c'est parfois... Il y a parfois des conflits naturellement parce que ça vient chercher tellement de choses sensibles que
de facto, on part dans une dynamique de pouvoir. Et remue-ménage permet de au moins sortir de ça et de libérer des paroles, en fait. Mais conséquemment, il y a une condamnation au cercle niché. Tu réponds T'as oui. dit au cliché. Au cercle niché. Au cercle niché, oui. Mais Oui. en fait, c'est... Le cercle féministe, le cercle là où on peut porter cette parole-là avec confiance parce qu'on sait qu'elle va être écoutée, qu'il y a un pouvoir d'écoute. Oui, c'est vraiment dommage, vraiment. Puis c'est drôle parce que mon père a lu ma nouvelle, justement, là, qui parle de ma famille. Puis une des premières choses qu'il m'a dites, c'est pas juste les femmes qui devraient lire ça, en fait. T'sais, lui, il considérait vraiment qu'il y avait quelque chose d'universel dans ce récit-là. T'sais. Puis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui peut changer de ce côté-là, parce que dernièrement, j'ai eu une expérience qui peut être, comment dire, elle peut sembler vraiment banale, mais moi, je la trouvais importante. J'ai publié dans un petit zine là, qui était distribué sur Internet un petit texte sur la prise de parole féministe. Puis là, je le partage sur Facebook. Puis, il y a mon partenaire dans mon cours de swing, qui est mon ami Facebook, puis qui lit mon texte. Puis au début, il doutait vraiment. Puis là, il voit tous les commentaires en dessous, puis toutes les filles qui sont « Hey, merci d'avoir écrit ça. Mon Dieu, que je me sens rejointe. Mon Dieu, que, tu sais. » Puis là, il me dit « Ça m'a forcé à me remettre en question. » Puis le simple fait d'avoir la possibilité de diffuser, même si on reste quand même dans un réseau, c'était dans le cadre du festival Dans ta tête, c'était vraiment, encore une fois, un peu à la jonction littéraire puis politique, anarchiste, tout ça. J'ai l'impression qu'avec les nouveaux médias, avec la possibilité de diffusion qu'on a, on peut plus facilement atteindre d'autres publics. Donc, on en a discuté après, puis justement, cet ami, cette connaissance Facebook, ça l'avait vraiment fait réfléchir. Tu sais, il avait vraiment... il était sorti de sa zone de confort habituelle. Marie-Ève, Karine, est-ce que vous allez diriger d'autres recueils? En fait, de fiction, sans doute. Là, je dirige d'autres choses, en fait. Plus des articles, j'ai comme une vie universitaire où je dirige d'autres choses. Éventuellement, on avait quand même envie d'une petite pause, là. Mais non, on rigole. Mais oui, non, certainement. Je veux dire, ça reste une aventure extraordinaire. On en a un l'année prochaine, hein? Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, non, mais ça reste une aventure extraordinaire. Effectivement, tu sais, quand on disait, bon, les femmes doutent de leur écriture, doutent dans le processus. Moi, puis Marie-Ève aussi, moi, j'ai été rencontrer des auteurs, là, personnellement, des auteurs du recueil, aller les rassurer durant le processus, leur dire, parce qu'elles pensaient que que leur texte n'était pas à la hauteur, parce qu'ils étaient terrorisés devant le... Donc, vraiment, faire ce travail-là, évidemment... Ah, OK. Donc, faire ce travail-là qui est très gratifiant d'une part, parce qu'effectivement, voir comme un texte qui passe d'un point A au point B, bien, c'est toujours extraordinaire de voir l'évolution d'un texte puis de suivre cette évolution-là avec l'auteur, c'est toujours merveilleux. Mais de voir aussi, justement, de favoriser une prise de parole, de tout ça, oui, non, oui. C'est ça. C'est sûr que parfois, c'est essoufflant. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il y a toutes sortes de... voilà. Parce qu'il y a des individualités aussi à gérer à travers tout ça, à essayer que tout le monde se sente bien. Mais ça, c'est les difficultés de n'importe quel nous. C'est les difficultés de n'importe quel groupe, collectif, etc. Voilà. Donc, bon. Marie-Ève, les illustrations, on n'en a pas parlé. Pourquoi Caton? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a eu carte blanche? Comment vous l'avez intégré dans ce collectif d'auteurs? En fait, c'est ça. Au départ, on avait contacté plusieurs illustratrices. On leur avait demandé des illustrations et tout. Puis à la fin, on s'est rendu compte que ce serait plus simple d'aller principalement avec Caton, en fait. Que c'était son style qui correspondait le mieux avec ce qu'elle nous avait envoyé au travail. Comme on est allé la chercher, en fait, Catherine a déjà travaillé chez Monet, entre autres. Donc, on s'est rencontrés. Et... on aimait bien, en fait, son look, son style un peu bon enfant, mais en même temps très sensible. Elle réussit à jouer, je pense, dans quelque chose qui est présent dans plusieurs des textes, qui est
cette ironie de l'intensité et en même temps de la sensibilité. Donc oui, de rendre vraiment accessible des sensibilités. Oui. Donc ça a été un peu ça. Je suis vraiment pas bonne pour parler d'illustration, c'est vraiment pas mon domaine. Mais il y a une fausse naïveté. Oui, c'est vraiment une fausse naïveté. Ça ressemble à un dessin ou un trait naïf, mais qui a beaucoup de profondeur au final. Mais si tu dis que tu n'es pas bonne pour les parler d'illustration, pourquoi avoir choisi d'illustrer, d'ajouter cette autre vision-là? Parce que je crois vraiment beaucoup au travail, au lien entre illustration et texte. Je pense que c'est un trait d'époque aussi. Parce que je trouve que ça se rencontre bien, puis ça va chercher aussi un autre regard, un autre œil. J'aimais bien dans le travail spécifiquement de Caton, comment mettre en image un texte. Cette rencontre-là, je la trouvais vraiment très intéressante. Puis je pense que c'est aussi l'impression de moi pas être capable de le faire aussi. J'avais envie que ça puisse exister. Je pense que dès le départ aussi, ça a été... Quand Karine, tout à l'heure, parlait de la question de la forme, qu'on avait envie de briser un peu aussi, c'était ça également. Le texte, la lecture peut se faire aussi à travers l'illustration, ce qui est pas notre médium à nous trois ici, mais ce qui peut être le médium de d'autres auteurs féministes et de d'autres femmes aussi qui vivent des réalités dans leur milieu. Il y a quelques mois, les auteurs de bande dessinée ont sorti un manifeste féministe aussi, donc je pense que ça habite plusieurs réseaux, puis je pense qu'on travaille toutes un peu aussi ensemble. Donc il y avait aussi cette envie d'affirmer ces alliances-là. Puis oui, un peu ça, en fait.